Bonjour et bienvenue dans Désir sur canapé, le podcast qui explore le désir d'enfant et les chemins vers la parentalité. Dans ce podcast, nous allons explorer avec mon invité du jour les émotions, les ressentis que l'on peut vivre dans ces parcours pour mieux comprendre, mieux ressentir, mais aussi épauler ceux et celles qui traversent ces parcours difficiles. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme et c'est le premier dans ce podcast. Merci Christophe Beaugrand d'avoir accepté de venir ici. Bonjour Déborah, avec plaisir. C'est rare les hommes qui ont envie de parler, donc je suis vraiment très contente que tu sois le premier à accepter de venir sur mon canapé. Mais c'est très important, le désir d'enfant, contrairement à ce que parfois on pourrait croire, ne concerne pas que les femmes, mais aussi les hommes, évidemment, heureusement. On est bien d'accord. Alors je vais quand même te représenter pour ceux qui encore ne te connaîtraient pas. Donc tu es animateur télé, on peut dire ça comme ça, oui. Notamment dans Ninja Warrior. C'est ça, je suis Ninja Warrior. Les tricheurs en ce moment. Les tricheurs en ce moment sur TFX. Je fais aussi Secret Story et je suis aussi journaliste. Et journaliste, j'allais dire sur Bonjour. Exactement. Bonjour avec vous tous les jours, 10h, 11h. La suite de Bonjour, il y a Bruce Toussaint qui fait les 3 premières heures et ensuite il y a une heure supplémentaire. Ça a été créé là au mois de janvier et j'ai donc une heure de direct tous les jours sur TF1. Et puis aussi à la radio. Et les grosses si on n'a pas la télé, on peut écouter la radio. Je ne pourrais pas m'éviter, je suis désolé. Il y a aussi les grosses têtes sur RTL et j'ai une interview d'un artiste musical une fois par semaine sur M Radio le samedi matin. Voilà. Donc j'ai des plannings assez remplis. Assez remplis, mais malgré tout, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des tricheurs, on ne va pas parler des grosses têtes, etc. Non, je ne suis pas venu là pour parler télé ou radio. On est venu en effet pour parler du désir d'enfant. Et en effet, pourquoi je dis merci d'avoir accepté, c'est qu'il y a peu d'hommes qui en parlent. Et pour moi, le désir d'enfant, ce n'est pas une histoire de sexe. Non. Et ce n'est pas une histoire de sexualité non plus. Effectivement. Voilà. Non, mais je le dis parce que j'ai un mari, en l'occurrence. Exactement. Ce qui rend les choses difficiles de manière naturelle. De manière naturelle, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Mais ça n'enlève rien au désir d'enfant. J'ai pas fait d'études de médecine, mais à mon avis, ça marche pas. Ça marche pas super bien, on est d'accord. Ah, tu me confirmes, c'est ça. C'est un tout petit peu plus compliqué. Il manque quelque chose. Mais le désir d'enfant, lui, il est le même. Oui, je sais pas pour tous les hommes, mais moi j'ai toujours eu envie c'est une envie de paternité. En fait, depuis tout gamin, quand j'ai réalisé et que j'ai assumé le fait que je me suis dit, je me suis identifié comme homosexuel, la première crainte que j'ai eue, c'est je ne pourrais pas fonder une famille. À la maison, on était très famille et je ne m'imaginais pas grandir, faire ma vie sans avoir un enfant. Ce n'est pas l'idée... tu sais, l'idée de perpétuer le nom, je sais pas, c'était pas ça, mais j'ai toujours adoré les enfants. Je m'occupais des enfants de ma sœur. Quand il y avait les réunions de famille, j'étais toujours, je me mettais à la table des enfants. Voilà, je trouve ça extraordinaire, en fait, cette transmission. Je me disais que si jamais je n'arrivais pas à réaliser ça, j'aurais raté ma vie. J'aurais raté quelque chose de très important dans ma vie, voilà. Et à l'époque à l'époque, est-ce qu'on en parlait vraiment Non. À l'époque, l'idée que 2 hommes, en effet, pouvaient ensemble... non, mais déjà, ne serait-ce que 2 hommes vivre ensemble. Moi, j'ai 49 ans. Quand je l'ai découvert dans les années 80, assez jeune, je pense que j'avais une dizaine d'années, je le savais. Tu vois, je sentais au fond de moi que j'étais homosexuel. Il n'y avait aucun référent dans les médias, etc. Alors, c'est pas les années 50 non plus. On en parlait un petit peu. Mais quand même, jamais on aurait pu imaginer qu'un jour, il y aurait le mariage et... Ensuite, la possibilité de fonder une famille quand on est homosexuel, ça faisait pas partie du champ des possibles. C'est vrai qu'on n'est pas dans les années 50, je suis d'accord, mais finalement, ça évolue très lentement. Ouais. Et il y a un moment où ça a beaucoup accéléré. Ça a beaucoup accéléré ces Exactement. dernières années, mais ça reste encore aujourd'hui, à mon avis, un sujet un peu non dit, tabou je pense et que incompris. Les jeunes homos d'aujourd'hui ne se rendent pas compte d'où on vient et qu'en une dizaine, quinzaine d'années, les choses ont quand même beaucoup accéléré en termes de reconnaissance, de tolérance. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point, symboliquement, le passage du mariage pour tous a été une bascule quand même dans la société, dans le fait que la République française reconnaissait nos couples et nos familles. Nous, quand on s'est mariés, je me suis marié en 2018 avec Ghislain, qui partage encore ma vie aujourd'hui et avec qui, du coup, nous avons eu la chance de devenir papa au pluriel. Donc, l'un des trucs qui m'a le plus ému, c'est au moment du mariage civil, quand on reçoit le livret de famille et la signature, etc. Parce que quand tu regardes, il y a écrit époux ou père, et puis tu tournes les pages, il y a premier enfant, deuxième enfant, etc. C'est censé... le mariage civil être un cadre pour fonder une famille. Donc symboliquement, c'est quelque chose, je me dis, ça y est, la République, avec un grand R, nous reconnaît comme étant
potentiellement une famille de France qui va être protégée par la République. C'est quelque chose qui m'a énormément ému. Et je pense les gens qui ne sont pas concernés, qui n'ont pas le même vécu que ce qu'ont pu avoir les personnes homosexuelles, et notamment ceux qui ont vécu beaucoup de rejet au moment de l'adolescence, ça m'a bouleversé vraiment. Parce que je viens d'un milieu où mon grand-père m'a viré de la maison. J'étais étudiant à Bordeaux et j'habitais chez mes grands-parents. Il m'a viré quand il a su que j'étais homosexuel. Il m'a foutu dehors. Il m'a dit: t'as 24 heures pour quitter les lieux de ma maison. Il m'a plus jamais reparlé de sa vie. Plus jamais. Plus jamais. Il n'est plus là Il n'est aujourd'hui. plus de ce monde et j'ai plus jamais. Et il disait à ma mère que j'étais la honte de la famille. Ça, c'est quand j'avais 19 ans, 20 ans. On était en 97. Donc, il n'y a pas si longtemps, en fait. C'était il n'y a pas si longtemps. C'est pour ça que j'ai dit, les choses se sont accélérées, Ouais. mais pour autant, je ne crois pas que les gens mesurent effectivement ce qui s'est passé jusque dans les années 90 en réalité. Et à aucun moment, je me suis dit, à l'époque, que j'allais pouvoir réussir ça. Donc, je me disais, je vais peut-être faire comme toutes les anciennes générations homo, de gens qui voulaient rentrer dans la norme et qui avaient une femme, et puis qui pouvaient après vagabonder à droite et à gauche pour satisfaire leurs envies sexuelles, mais qui avaient une vie classique et qui étaient heureux d'avoir des enfants et leur famille, mais qui se mentaient à eux-mêmes et mentaient à leur épouse souvent pendant toute leur vie. Et c'est d'une tristesse. J'avais pas envie de mentir aux gens, moi. Mais en même temps, voilà. Donc, on a réussi, tout ça pour dire qu'effectivement, à devenir papa. Ce qui est très intéressant, et merci de dire tout ça, parce que d'abord, je trouve ça extrêmement touchant, extrêmement vrai, ce que tu racontes, et de le partager peut-être avec des gens qui, aujourd'hui, ça leur donnera conscience de ce que c'est. Ouais. Et d'autres, ça les aidera à faire, en tout cas, leur chemin de la meilleure manière possible. Mais justement, cette idée, à un moment, tu dis, je me marie, donc je suis amoureux, je me marie, c'est un moment merveilleux. Et puis, il y a l'idée de l'enfant. Alors, c'est arrivé avant, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire, justement? Oui. Comment cet enfant, il va arriver dans vos vies? Alors, donc Valentin a 6 ans aujourd'hui. Il est né le 9 novembre 2019, à côté de Las Vegas, aux États-Unis. Et nous avons fait le choix de partir sur un projet de gestation pour autrui. Donc, c'est ce qu'on appelle une mère porteuse dans le langage courant. Il y a un nom spécifique aux États-Unis, ça s'appelle le surrogacy. Pour dire, et la mère porteuse, c'est une surrogate. Voilà, c'est le vocable américain. Et effectivement, au moment où on a discuté avec Ghislain et on s'est dit qu'on avait envie de fonder une famille, on a réfléchi, on s'est dit comment on fait. Le mariage pour tous existait depuis quelques années, depuis 2013. Nous, on a commencé à réfléchir à lancer les choses. On a discuté fin 2016, ça faisait pas encore très longtemps, et il n'y avait quasiment... Et l'adoption du fait du mariage était ouverte pour les couples homosexuels, sauf que dans les faits, le nombre d'adoptions sur les premières années se comptait sur les doigts de la main. Je crois qu'il y a eu une dizaine d'adoptions par des couples homosexuels. Donc, pour ceux qui sont déjà, il y en a beaucoup qui doivent vous suivre, des couples hétéros qui ont été dans des parcours d'adoption, c'est très long, très compliqué. Souvent, hélas, ça peut ne mener à rien et on attend des années, etc. Pour les couples homo, on était toujours en bas de la pile. Il faut être réaliste. Les choses ont évolué depuis. Ça a quand même pas mal changé d'après les témoignages que j'ai pu recevoir. Mais à l'époque, franchement, ça l'était pas du tout. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 36 solutions. Donc, il y a des gens qui font des démarches de coparentalité avec, par exemple, une femme qui n'a jamais trouvé d'homme et qui a envie quand même de mener un projet et qui se dit pourquoi pas avec un couple d'homos, ou parfois des couples de lesbiennes. Il existe des sites où les gens se retrouvent en disant voilà, nous, on aimerait fonder une famille. Mais je trouvais complexe cette histoire. Je ne me projetais pas dans l'idée d'une coparentalité avec 2 beaux-parents qui sont quand même un peu exclus malgré tout, qui ne sont pas les parents génétiques et qui sont... Je trouvais ça trop compliqué. Il y a des gens qui arrivent à trouver leur équilibre comme ça et c'est formidable. Moi, je ne le sentais pas. Donc là, il restait cette question de la gestation pour autrui, donc la GPA. Et là, quand on se renseigne un petit peu, parce que je suis journaliste, Ghislain aussi, donc on s'est beaucoup renseigné, on a beaucoup cherché. Et là, on voit qu'il existe le pire comme le meilleur. Parce qu'il y a des choses qu'on peut appeler des filières aujourd'hui, parce que ça ressemble à cela, notamment dans les pays de l'Est, notamment beaucoup en Ukraine. Il y a eu beaucoup de cas en Ukraine. Et là, on enquête un peu et on découvre, en discutant avec des gens, avec des gens qui avaient vécu des parcours, etc., qu'il arrive que... il y ait des contacts avec des agences de mères porteuses en Ukraine où on ne connaît jamais ni le prénom de la mère porteuse, ni même où elle habite exactement. On ne rentre pas en contact avec elle. Et là, on a une espèce de
livraison de bébé en quelque sorte. Et là, je me disais, c'est pas possible. Je pourrais pas regarder mon enfant dans les yeux si, pour devenir père, on passe par quelque chose qui n'est pas respectueux. Et là, on s'est vite intéressé à ce qu'on appelle la GPA éthique aux États-Unis. Ça existe aux États-Unis et au Canada. Et là, il y a tout un tas de garde-fous pour encadrer une GPA. Donc, je vais citer rapidement ce qu'il y a, mais grosso modo, ce sont uniquement des femmes qui ont des moyens financiers. C'est-à-dire qu'elles sont Parce qu'il y a des critères qui sont très stricts. Il y a des critères pour très choisir précis. ces femmes qui vont en effet aider les couples. Moi, j'ai bien aidé les couples dans cette démarche-là, mais les critères sont très stricts. Déjà, une mère porteuse aux États-Unis ne porte jamais un enfant dont elle est génétiquement la mère, c'est-à-dire qu'il y a toujours une donneuse d'ovocytes, une autre personne. Donc il y a d'un côté une donneuse d'ovocytes et de l'autre une mère porteuse. Donc ce qu'on a expliqué dès son enfance, dès le début à Valentin, c'est qu'il y a deux dames, il y a deux femmes qui t'ont aidé à venir au monde, qui nous ont aidés à devenir papa, parce que nous, deux papas, on ne pouvait pas. Mais ce ne sont pas tes mamans, ce sont deux femmes qui nous ont aidés. Donc on les présente un peu comme un peu des bonnes fées, en quelque sorte. Donc il y a d'un côté une mère porteuse, et de l'autre, effectivement, la donneuse d'ovocytes. La mère porteuse donc est sélectionnée sur ses moyens financiers, c'est-à-dire que si elle est dans la misère, entre guillemets, qu'elle a des besoins d'argent et que c'est sa motivation, ces dossiers-là ne sont pas acceptés. C'est très suivi par des psychologues, évidemment, toutes les démarches. Il y a tout un encadrement juridique qui est pris en charge par ce qu'on appelle les parents d'intention, les intended parents, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. Et de fait, il y a beaucoup plus, entre guillemets, de parents d'intention qui recherchent à trouver une mère porteuse que de femmes qui ont envie d'aller dans cette aventure-là. Ce qui fait qu'au final, contrairement à ce qu'on peut lire en disant « vous avez pris une femme dans la misère », en fait, ce sont les femmes qui choisissent tout. C'est pour ça que je dis que les critères sont très stricts et que non, ce n'est pas du tout. En effet, exactement. Ce sont elles des usines à bébés, qui sont ce les sont des femmes qui participent. Exactement. Et elles sont vraiment actrices et moteurs, totalement. Dans c'est-à-dire qu'on a discuté avec trois femmes à distance, puisque c'était aux États-Unis, donc on avait des rendez-vous Skype le soir, souvent à cause du décalage horaire, donc on se retrouvait à se faire un peu beau quand même, à mettre une jolie chemise, parce qu'il fallait faire bien présenté avec un Skype à 1h du matin, avec une dame qui était à Washington. C'est un peu surréaliste. Et en fait, il faut que ce soit une sorte de coup de cœur commun. Je dirais que c'est pas comme mais c'est presque comme un site de rencontre et tu matches ou tu matches pas. C'est un peu ça, en fait. Et je me rappelle le soir où on était dans notre appartement à Paris à l'époque, on avait mis en place le direct, on s'était fait beau et tout, il était hyper tard, il était 00h30, je crois, puisqu'elle habite du côté de Las Vegas, il y a 9 heures de décalage horaire. Et là, on discute avec elle et on s'est dit, putain, elle est super. C'est une évidence à ce moment-là. En tout cas, on avait parlé avec deux autres femmes avec lesquelles on n'avait pas eu un coup de cœur plus que ça, et je pense elles non plus. Et là, il s'est passé un truc hyper naturel, on a discuté, elle avait l'air hyper saine, hyper souriante, heureuse de se dire, elle nous demandait des choses sur notre couple, etc. Donc, sitôt le Skype terminé, on envoie un petit message à la coordinatrice, parce qu'on passe par une agence de mères porteuses aux États-Unis. On dit, on l'a trouvée géniale, etc. Et elle avait envoyé à peu près le même message en même temps. Donc, on a vraiment eu on a fité quand même. Un vrai match. On a vraiment eu un coup de cœur avec Whitney, puisqu'elle s'appelle Whitney. Et d'ailleurs, on a toujours le contact avec elle. Ils sont venus en France à la maison avec son mari Jacob. Là, il y a 2 ans, en vacances à la maison pendant une semaine, on leur a fait visiter Paris, tout ça. Donc, on s'envoie des messages tout le temps. Donc, on a gardé un lien très proche. Donc là, l'aventure commence. Et là, l'aventure Whitney commence. arrive, Ouais. c'est-à-dire que cette rencontre, elle change le cours des choses. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Parce que là, il y a une démarche très longue. Oui, il y a la démarche. Et puis, ce qui se passe dans la tête. Alors, ce qui se passe dans la tête... Parce que tout ça est un peu loin et un peu impossible au départ. Et finalement, là, ça prend corps avec Whitney. En fait, il y a tellement de trucs à régler qu'on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. Parce qu'il y a effectivement, je le disais, une agence de mères porteuses qui vous accompagne. Mais c'est-à-dire qu'il y a la partie médicale. Donc, il y a une batterie de tests incroyables à faire. Il y a la partie... juridique, puisque les États-Unis, c'est un pays très judiciarisé. Donc, il y a des contrats mis en place très précis
Donc du coup, c'est très... faut lire des pages et des pages de contrats, c'est compliqué. Il y a la partie assurantielle, puisque les assurances aux États-Unis, c'est aussi un gros Un vrai truc. sujet. Donc il y a tellement de choses, entre guillemets, à régler qu'on est dans l'action, en fait. On doit faire des choses. Donc on n'a pas tellement le temps de se poser et de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on avait... et voilà. Et après, enfin avant même, mais ça s'est fait à peu près en même temps, pour la donneuse d'ovocytes, là, grosso modo, les 3 quarts restent anonymes. Ce sont souvent des étudiantes, ce sont des femmes extrêmement jeunes. Je crois qu'il ne faut pas dépasser les 28 ans pour les dons d'ovocytes dans ce type de procédure. En l'occurrence, il s'agit très souvent d'étudiantes qui peuvent se payer leurs études grâce à ça. C'est payé aux alentours à l'époque, je ne sais pas si ça avait évolué, aux alentours de $5 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est une somme, mais tu ne fais pas fortune avec ça. Évidemment, il y a des limites. Elles ne peuvent pas le faire 40 fois, on l'imagine bien. Mais c'est bien de le préciser, parce qu'il y a des gens qui pourraient imaginer que c'est un business, vrai salaire mais c'est pas pour ces possible, femmes-là. Mais non, là aussi, il y a des choses très strictes. C'est un coup de pouce quand on est jeune, mais voilà. Mais moi, en l'occurrence, ce qui me tenait à cœur, c'est de pouvoir garder le contact avec elle, discuter avec elle, être sûr qu'elle ne faisait pas ça justement que pour l'argent. Et puis surtout, pour que Valentin puisse avoir accès à ses origines s'il le souhaite un jour. Donc, 1/4 de ces femmes souhaitent rentrer dans ce qu'on appelle un cycle connu, c'est-à-dire qui n'est pas anonyme, et donc elles sont tenues ensuite de laisser leurs coordonnées. Et là, en l'occurrence, elle s'appelle Bruna, et on a gardé le contact avec elle. Et elle habite du côté de Seattle. Et on continue de s'envoyer des messages. Je lui avais envoyé des photos de Valentin. Elle m'avait envoyé des photos d'elle bébé, ce qui était assez troublant parce qu'ils se ressemblaient beaucoup, bébé. Ils ont même aujourd'hui un sourire qui vraiment, il y a quelque chose de très proche. Donc il y a une photo de Bruna dans la chambre de Valentin. Il y a une photo de Whitney aussi. Et les choses sont expliquées pour lui. Mais une fois... Donc on a passé cette étape-là de la sélection, entre guillemets, de la donneuse d'ovocytes, elle fait une batterie de tests. On fait, nous aussi, une batterie de tests pour être sûr qu'il y a une véritable compatibilité. L'idée, c'est de maximiser les chances que tout fonctionne. Et comme aux États-Unis, tout fonctionne dans ces cliniques de fertilité sur le taux de réussite et que tout est publié dans les journaux, même c'est en promotion sur leur site internet, etc. La santé, c'est du commerce aux États-Unis. On a du mal à se rendre compte. C'est un autre monde. Mais c'est vraiment du commerce. Donc, il faut qu'ils mettent ça en avant. Donc, ils n'iront jamais sur une FIV sans être sûr à 8000% que ça va fonctionner. Ce qu'on ne fait évidemment pas en France. C'est pour ça que les taux sont extrêmement mauvais sur les fécondations in vitro. On a beaucoup eu l'occasion d'échanger au moment où j'ai sorti mon livre où je racontais ce parcours. Parce que quand on a fait la promotion et qu'on a fait les dédicaces, on a énormément de femmes qui sont venues nous voir. Je pensais avoir plus des gens de la communauté LGBT, on en avait, mais beaucoup de femmes qui nous ont dit « Vous avez enfin dénoncé dans votre livre le scandale sur les tests qu'on interdit en France pour des raisons génétiques. » On va faire une parenthèse, mais il manque quand même un test essentiel en France, qui est le diagnostic préimplantatoire. Exactement. Et celui-là, je pense qu'on prie pour qu'il soit dans la prochaine loi de bioéthique, mais il est indispensable d'arrêter de transférer des embryons qui ne sont absolument pas viables. Qui ne seront pas viables. Et qui donnent de mauvaises chances aux femmes, qui créent de faux espoirs aux femmes, ou des grossesses qui vont s'arrêter, et donc des drames absolus. Et donc des souffrances. Moi, ma sœur a eu ce problème-là. Elle a fait beaucoup de FIV pour son 3e enfant. Elle a eu ses 2 premiers enfants sans problème, et la 3e, ça a été très compliqué. Et en fait, on lui a implanté des trucs, mais en tout cas, qui n'auraient jamais aucune chance de s'implanter. Et ça, c'est des souffrances, et c'est beaucoup d'argent en plus. Enfin, c'est beaucoup d'argent, c'est complètement con. C'est des souffrances inutiles pour les couples qui vont vivre ça. Et soi-disant pour des raisons c'est-à-dire que c'est pas pour des... Contrairement à ce que j'ai pu lire, des attaques, c'est pas parce qu'un enfant, on imagine qu'il va avoir les yeux bleus ou quoi que ce soit, on n'est pas du tout dans une sélection génétique. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est simplement que quand on crée, c'est ça que je ne savais pas, mais que j'ai appris, puisque j'ai appris pas mal de choses à l'occasion de ce parcours. Quand on crée in vitro des embryons, tout un tas d'embryons qui n'auraient jamais tenu dans la nature peuvent exister. Donc, nous, quand on a fait les tests préimplantatoires, nous, ça a pour le coup très très bien marché. On avait on avait 21 embryons, ce qui est énorme. En effet, c'est énorme. Et il y en a 3 qui étaient... On avait un... J'ai pas bien compris quel était le problème, mais il y avait un problème. Et 2 autres qui étaient des problèmes pardon, je retrouve mes mots. Des problèmes de trisomie.
21. Ce qui est énorme c'est-à-dire 2 sur 20, c'est énorme, c'est 1 sur 10. Oui. Mais sauf que dans la nature, il n'aurait pas existé, entre guillemets. En tout cas, beaucoup moins. Oui, mais c'est pour ça que c'est Donc, bien l'intérêt de le faire. C'est-à-dire qu'on aurait pu implanter. Il y avait un risque sur 10. Voilà. Mais c'est idiot. Créer des vraies chances pour les Exactement. couples ou pour les femmes qui veulent faire ces enfants. Mais attention, aucunement je ne critique les gens qui souhaitent mener à terme une grossesse pour un enfant trisomique. J'en ai dans ma famille, donc vraiment, je critique vraiment pas ça du tout. Mais je pense mais que à un moment donné, exactement, c'est une information importante. En effet, puisque c'est la grande crainte, on est bien d'accord, mais libre aux gens ensuite de dire j'ai tout à fait envie qu'on m'implante malgré tout cet embryon en toute connaissance de cause. Ça change pour moi, pour les patients, c'est de savoir je suis acteur de mon parcours et je choisis. Mais en France, on ne choisit pas. Exactement. Donc ça, il y a une grosse hypocrisie quand même. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont faire des FIV à l'étranger. Ne serait-ce que pour ce paramètre. Pour ça, en Espagne ou en Belgique, par exemple. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'ai un peu découvertes au fur et à mesure de ce parcours. Et puis ensuite, une fois que... on a décidé que les embryons sont créés donc in vitro et que on a sélectionné Whitney, notre mère porteuse, il y a le jour de l'implantation. Comment on le vit ce jour-là ? C'est beaucoup de stress, pour tout vous dire. Non, mais ce qui est marrant, c'est que... alors, on sait, c'est quelque chose d'assez lourd pour Whitney qui a accueilli notre enfant, parce que il y a tout un tas de traitements, de stimulation, etc. Il y a des traitements anti-rejet, puisqu'on va lui implanter un embryon qui n'est pas le sien, qui n'est pas de son corps. Donc, il y a des traitements anti-rejet qui sont assez lourds également. Donc, ce n'est pas anodin pour cette jeune femme. Elle a quand même eu des choses à affronter. Et après, le jour de l'implantation, ce qui est assez marrant, c'est que Bruna, donc la donneuse d'ovocytes, avait le jour, donc elle nous avait envoyé un bonne chance sur Instagram. On se parle beaucoup par rapport à Instagram. Elle nous avait envoyé un good luck, etc. C'était trop mignon. Et après, il faut attendre 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement quel était le délai. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête à ce moment-là ? On croise les doigts, on envoie un bonne chance, et puis après, qu'est-ce que vous voulez ? On ne sait pas. Donc, moi, ce qui est marrant, c'est que quelques jours plus tard, il se trouve que le hasard a fait qu'elle habitait du côté de Las Vegas, elle habite toujours là-bas d'ailleurs, avec son mari, et... je me suis retrouvé à aller faire une interview à l'époque, je bossais pour 50 Minutes Inside de Céline Dion, qui était en résidence à Las Vegas. Donc, je vais faire Céline Dion en interview à Las Vegas. Et là, il y a eu le transfert d'embryon une semaine avant. Et je dis, je vais aller faire une surprise. Je suis allé taper à la porte par surprise. Ah, c'est magique. Je m'étais assuré qu'ils allaient être là en leur disant que j'allais livrer quelque chose et que... il fallait qu'ils soient à leur domicile. Exactement, tel jour, l'après-midi, je serai là. Et là, du coup, on est tombé dans les bras et elle me dit... elle sait pas, elle me dit, mais moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça a tenu, que ça tient, que ça marche. Mais il faut attendre à peu près, de mémoire, c'est 3 semaines, je crois. Je ne dis pas de bêtises. 15 jours. 15 jours, oui, non, 15 jours. C'est long. Ouais, 15 jours, c'est long. Et en fait, j'ai eu la confirmation, elle passait son test, examen, pour savoir si effectivement ça avait fonctionné, un soir où je tournais Ninja Warrior. Et donc, au milieu du tournage, j'ai eu un coup de fil. Mon téléphone a sonné. J'avais expliqué à Denis Brognard, mon camarade de Ninja Warrior, que je risquais d'avoir un coup de fil. Donc là, je dis, pardon, moi je fais une pause de 2 secondes. Et là, j'y vais. Et à un moment donné, il y a le réalisateur qui disait, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Et il y avait Denis Brognard qui dit, ah non, mais il se passe quelque chose de très important là. Hein. Donc laissez 5 minutes à Christophe. Hein, vous attendez 5 minutes et tout. C'était trop mignon. Et là, on m'a dit, elle nous a dit, we are pregnant. Voilà. C'est magnifique. Et c'était trop beau, ça. Voilà, donc nous sommes enceintes. Nous sommes enceintes. Et là, c'était parti, quoi. Et ensuite... Et alors là, du coup, voilà, nouvelle question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Parce que c'est à distance. On vit la grossesse à distance. Las Vegas, ça doit être à, 7000 ou 8000 km. Donc, on ne va pas y aller tous les week-ends. On y allait une fois pendant la grossesse. On était à peu près à 5 mois de grossesse. On a fait la première échographie 3D à l'époque, avec elle, on était là avec Ghislain, on y est allé quelques jours pendant les vacances d'été. Après, on s'envoie des messages tout le temps. Et en fait, moi, l'un des trucs qui me trottait dans la tête, c'est le fait qu'il n'allait pas entendre nos voix, qu'il allait entendre parler anglais. C'est bizarre comme réflexe. Et donc, j'envoyais des messages tout le temps, en français. On lui parlait, des fois des comptines. Je lui avais envoyé un livre de comptines françaises. Et sa préférée, c'était l'araignée gypsy qui monte à la gouttière, tout ça.
Et Whitney nous envoyait des vidéos, elle faisait écouter cette musique et elle nous disait à chaque fois qu'il y a cette musique-là, elle avait le ventre qui bougeait. Il y avait même une vidéo, j'ai vu, où on voit le ventre. Donc tu as créé une manière d'être en contact complètement. d'ores et déjà avec cet enfant. Et je lui envoyais avant même que cet enfant soit là. On envoyait des messages en disant, on avait déjà choisi le prénom. Dans les tests, on savait que c'était un garçon, donc on avait déjà choisi le prénom, Valentin. Et là, je lui expliquais. Je lui dis salut Valentin, c'était papa, nous on est un peu loin, il y a une dame qui s'occupe bien de toi dans son ventre, tu vas bien grandir et puis quand tu sortiras, on sera là pour t'accueillir, etc. Et ça, je sais, est-ce que c'est plus pour nous rassurer, nous beaucoup de pédopsychiatres disent que c'est très important de parler aux enfants, même aux bébés, enfin aux fœtus moi, en l'occurrence. Je confirme parce que la réalité, c'est qu'ils ne comprennent pas les mots, en effet, normalement, ils ne comprennent pas les mots, ils comprennent les intentions de voix et les intonations. Et donc, quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, c'est pas tant le mot qui est important, c'est l'intonation qu'on y met. Et donc, un bébé, ça comprend l'intention et c'est vrai qu'il retient en fait un certain nombre de sonorités, alors à la fin de la grossesse, pas au début, mais à la fin de la grossesse. Et donc, ça commence à faire un lien. Et en effet, la musique crée un lien. Les mains qu'on pose dessus créent des liens. Enfin, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'être en lien avec les bébés. Donc, en tout cas, nous, on avait besoin de ce lien-là. Ça. C'est ce qu'on a créé à distance. Et puis, après, on s'est vite rendu compte avec Whitney qu'on était devenus très, très proches d'elle, de son mari Jacob, qui est devenu vraiment un ami, et de ses 3 filles. Ils avaient 3 filles. Ça fait partie des critères aussi. C'est uniquement des gens qui ont des familles, qui ont déjà fait famille, entre guillemets, et qui n'ont pas envie d'avoir d'autres enfants. Parce qu'il peut toujours y avoir des complications dans une grossesse, et voilà. Et après, on peut peut-être ne plus pouvoir retomber enceinte. Donc, c'est uniquement réservé aux personnes qui ont eu 1 ou 2 enfants, ou plus, et qui ne souhaitent pas nécessairement en avoir. Ils peuvent en avoir après, évidemment, s'ils le souhaitent, bien sûr, libre à eux de le faire. Mais dans la démarche, est toujours un suivi psychologique très important. Et donc, ce bébé, il entend, ce bébé qui s'appelle Valentin. Oui, exactement. Donc, il entend tout de suite vos voix, à tous les deux. Comment ça se passe le jour où il arrive ? Alors, le jour où il arrive... Parce que là, on l'a projeté, on l'a imaginé, on a on reçoit régulièrement les photos des échographies. C'est toujours des moments un peu surréalistes et des trucs assez géniaux. Et je me rappelle très souvent, le jour des échos, Jacob, le mari de Whitney, nous filmait... pour faire vivre les choses. On entendait la première fois qu'on a entendu le cœur qui bat, c'est Jacob qui a filmé comment ça s'appelle l'échographie, etc. Enfin, et après, il se trouve qu'il est arrivé un tout petit peu en avance. On avait prévu d'arriver 3 semaines avant le terme, et il était un petit peu en avance. Donc, il était pressé d'arriver. Il était pressé de nous voir. Il sentait qu'il était très attendu. Ça devait être ça. Il s'est dit bon, allez, j'y vais. Mais du coup, je me rappelle, c'était un mardi. On a Whitney qui nous disait qu'elle sentait quand même. Elle a eu 3 grossesses, donc elle sentait que quand même il y avait quelque chose qui se passait. Elle dit j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Je vois notre médecin et ma gynéco et à mon avis, il est possible que ça prenne pas trop de temps. Et là, elle nous appelle le mardi soir, donc avec le décalage horaire, il était genre 23h30, quelque chose comme ça. Il devait être du coup 14 ou 15h là-bas. Elle me dit, a priori, ce sera d'ici la fin de la semaine. Et on était mardi soir. Donc là, branle-bas de combat, on avait préparé depuis longtemps la valise déjà. On avait la valise de Valentin qui était prévue, parce qu'on avait acheté du lait déjà à l'avance. On est voulu partir avec notre lait pour qu'il puisse garder le même lait en France, parce que c'est pas du tout les mêmes types de lait qu'ils vendent aux États-Unis, etc. Donc on s'est dit, on était organisés, je te jure. On avait la petite baignoire gonflable, on avait tous les trucs, enfin, des petits vêtements, les grenouillères, etc. Enfin, dans une petite valise qui était prête à réagir au cas où, tu vois. Et là, on a cherché le soir même un billet d'avion, et on a trouvé un pour jeudi matin. Donc le mercredi, j'ai passé un coup de fil au boulot en disant demain on est parti, voilà. Et puis il n'y avait pas le choix, on a fait nos bagages, on avait évidemment bien prévu nos passeports, tout était encore valable. Et puis le jeudi matin, on a décollé. C'était il y a quelques années, il n'y avait pas de Wi-Fi dans tous les vols, il n'y avait pas de Wi-Fi, donc on a prié qu'il ne soit pas arrivé trop tôt, le petit couillon. Heureusement, il n'était pas arrivé. Et on est arrivé avec le décalage horaire en début d'après-midi, je pense, du jeudi. Et il est né le vendredi soir. La nuit du vendredi au samedi. Il avait attendu. Et il avait attendu. On lui avait dit d'attendre. Et cette rencontre, alors ? Ah ben là, c'est un moment incroyable parce que c'était assez magique parce qu'on se retrouve donc dans une
une clinique à côté de Las Vegas. Euh, Là, on y arrive le vendredi. Elle rentre à la clinique en fin de journée, genre 19h ou 20h, quelque chose comme ça. Et puis là, soudain, il se passe plus rien. Là c'est genre, bah non, là, il a plus envie On attend. il a plus envie d'arriver. Donc nous, on était à côté. À un moment donné, on est allé dormir un peu dans une pièce à côté. Et à 5h du mat, on a un coup de fil de Jacob qui était resté dans la chambre. Il l'a laissé se reposer aussi en disant « Ah là, ça va pas tarder ». Donc là, on arrive en courant. Il y avait dans cette pièce, dans cette salle d'accouchement, Whitney évidemment, Jacob son mari, 2 infirmières, la médecin et Ghislain et moi. Et on était chacun, il y avait Jacob qui était d'un côté, nous qui étions de l'autre, on tenait la main de Whitney. Et puis voilà, ça a commencé. Et ça a été extrêmement rapide. Mais vraiment, ça a duré, je sais pas, 3 minutes. Ça a été très, très, très rapide. Et là, je me rappelle je n'ai jamais eu une émotion pareille de toute ma vie, évidemment, mais je pense que tous les gens qui sont devenus parents ont vécu la même chose, et notamment quand tu es papa, parce que c'est quelque chose qui est très, comment dire, c'est pas très concret, quoi. C'est très virtuel. Ouais, vous savez ce qui se passe à l'intérieur, vous sentez quelque chose. Je dis toujours aux femmes, il faut bien avoir conscience que les hommes, ils deviennent papa le jour où le bébé, il arrive vraiment. Pourquoi ? Parce que, et c'est pas parce qu'ils sont pas impliqués dans les grossesses, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de papas très impliqués dans les grossesses, mais ils ressentent pas à l'intérieur. Là, ça devient concret, complètement. réel. C'est ça. Soudainement, il est là. Et moi, je vois beaucoup plus de papas très émus dans les maternités que de mamans, parce que les mamans, elles ont eu le temps, les 9 mois, de sentir, de ressentir. Alors elles sont dans l'action, donc voilà. Elles n'ont pas toujours le temps de l'émotion, parce que... Mais là... Non, mais là, il arrive, il est là, enfin, ça prend corps. Ouais, là, c'est un moment, c'est un truc magique. Et là, il y a Jacob qui a filmé. Donc, j'ai la vidéo de Valentin de cette rencontre qui arrive au monde. Et j'ai coupé le cordon. Et c'est hyper troublant parce que, évidemment, le bébé est mis sur le torse, sur la poitrine bien sûr de Whitney, qui était, elle, extrêmement rassurée de voir que tout s'était bien passé. Et moi, je lui avais souvent posé la question, et Ghislain aussi, pendant la grossesse, en disant « Mais comment tu vas vivre ça ?» Parce que... parce qu'elle vit 9 mois avec ce ouais, bébé. tu vas vivre plusieurs mois avec, on te le met dans les bras, puis après... voilà, on va te le reprendre, entre guillemets. Et elle nous a toujours dit depuis le début, elle me dit, mais attendez, moi, elle disait, moi, j'ai une mission, en fait. Elle dit, moi, j'ai une mission et je serai la plus heureuse quand je vous verrai avec Valentin dans les bras. Parce que là, Parce qu'elle s'est conditionnée, elle a porté cette grossesse dans cet esprit-là. Eh ben, c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'elle l'a fait. C'est-à-dire que elle nous a expliqué, parce qu'on lui demandait plusieurs fois pourquoi t'as envie de faire ça. On n'en avait pas besoin financièrement. Une mère porteuse touchait à l'époque, je crois que ça a un peu augmenté depuis, mais aux alentours de 20 000 $, qui est une somme, mais par rapport aux contraintes que représente une grossesse, c'est... Puis on a du mal à se rendre compte, mais 20 000 $ aux États-Unis, ça ne représente pas autant que 20 000 € en France, en fait, par rapport au coût de la vie. C'est une somme, mais c'est pas par rapport à tout ce que ça demande. On a l'idée d'un dédommagement avec, il y a des gardes d'enfants qu'elle a pu, parce qu'elle a 3 filles, qu'elle a pu payer, racheter des vêtements, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte dans cet argent. C'est pas un salaire, entre guillemets, mais c'est un dédommagement pour le temps, l'énergie, le fait qu'elle ait dû arrêter un petit peu de travailler. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette somme-là. C'est pour ça que j'essaye toujours d'expliquer aux gens... faudrait penser que les femmes qui font ça sont extrêmement vénales pour imaginer que l'argent serait leur seule motivation. Et en l'occurrence, c'était pas ça du tout. Et elle nous disait toujours, moi, ça a été la plus grande aventure de ma vie que de devenir maman et de faire famille. Et si je peux aider des gens à vivre ça, ce partage-là, et je pense qu'elle avait envie sur cette planète de réaliser quelque chose de se sentir vivante, quoi, de se dire j'ai réalisé un truc incroyable. Et moi, je crois que c'est la première chose que je lui ai dit. Bon, j'étais en larmes, hein, mais la première chose que je lui ai dit, je dis, tu te rends pas compte à quel point tu as changé nos vies, parce que c'est un cadeau extraordinaire. Je suis tombé dans ses bras. Je dis, mais vous fait, exactement. Ouais. À tous les deux, changé nos vies. De se dire, ça y est, on va faire famille, enfin. Et ce doux rêve, quand on a 10 ans, et parce que rétrospectivement, on voit le petit garçon. Mais c'est ça qui moi, se passe. En fait, je suis comme ça, j'ai compris que j'étais homosexuelle et c'est ma vie, voilà, c'est pas très grave. Mais j'ai tellement envie de faire famille et peut-être ça ne le sera jamais. Et là,
quelques années après, un peu plus que Oui, quelques années après, mais je fais mais moins ça y pour est, ça. je fais ça y est, Ah oui, j'y non, mais suis. il y a eu un truc, enfin, On s'aime ouais. et maintenant on fait famille. Mais quand on me pose la question, c'est évidemment le moment le plus fort de bonheur que j'ai pu vivre dans ma vie. Je pense que tous les gens qui sont devenus parents vous dites la même chose. Alors, le plus beau jour de ma vie, c'est quand mon enfant est né. Mais il y avait en plus, au-delà. Ça dépend de l'accouchement. Oui, ça dépend de l'accouchement, ça dépend de la tête des enfants. Après, je plaisante, évidemment. Non, mais je pense qu'au-delà de cette joie-là naturelle que tout le monde a, c'est que c'était tellement un combat, quelque chose de tellement compliqué, de tellement presque improbable, de se dire d'être arrivé jusque-là, d'avoir tenu tous ces mois, il y en a eu pour plus de 2 ans à peu près de démarches, et encore, nous on a eu de la chance, c'est allé relativement rapidement. Tellement de stress, d'attente, de suspense, de se dire est-ce que ça va le faire. Et puis on a construit une relation tellement géniale avec Whitney et Jacob, qui sont et avec leurs filles aussi, leurs 3 filles. Moi, je me rappelle, une fois pendant la grossesse, on faisait des visios régulièrement, et on a fait une fois une visio avec leurs 3 filles assez rapidement parce qu'elles voulaient nous les présenter. Et une des 3, il y en avait une qui était très petite, qui avait 2 ans et demi, donc elle comprenait pas tout ce qui se passait. Elle pensait que toutes les femmes étaient enceintes tout le temps. Donc je dis non, c'est pas tout le temps quand même. Une nous avait dit avec sa petite voix de petite fille, elle devait avoir 6 ans, je pense. Why did you choose our mom? Pourquoi vous avez choisi notre maman? Et là, après, je lui ai dit, en l'occurrence, c'est Addison, la petite, et je lui dis, mais tu te rends pas compte à quel point ta maman, c'est une magicienne, c'est une super-héroïne, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Et il y avait sa maman aussi, c'est-à-dire Donc la grand-mère le était petit là aussi. Christophe qui a 10 ans, Ouais. c'est pour ça que je reviens à lui. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est le fondement même de ce que nous sommes tous, c'est-à-dire qu'on a des rêves et qu'à un moment Complètement, donné, ouais. comment on fait pour les réaliser. C'est vrai. Mais en plus, c'est une aventure humaine dans ce que tu Ah nous ouais, racontes. ouais. C'est-à-dire qu'il y a une Incroyable. vraie rencontre. Oui, oui. C'est-à-dire, ok, on fait famille, on devient 3, mais en fait, on ne devient pas 3. Mais non, En fait, on devient beaucoup plus, puisqu'il y a toutes ces femmes Ouais. et les familles de ces Et la femmes famille, qui sont il y a là. le. Et donc, il y a- c'est une famille très élargie. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que c'est pas des gens de ma famille, mais presque. C'est un peu nos cousins d'Amérique. Maintenant, on a l'impression d'avoir cette C'est une famille espèce, de cette cœur, espèce de c'est pas une famille de élargie, sang, mais complètement. C'est une famille de cœur C'est-à-dire aujourd'hui. qu'il y a même la maman de Whitney, Annette, qui était là, donc la grand-mère des filles, et qui a soutenu sa fille, qui trouvait ça génial. Et quelques jours après, aux États-Unis, après la naissance de Valentin, c'était Thanksgiving, qui est une fête familiale extrêmement oui. importante aux États-Unis, où en principe on n'invite pas tellement de personnes extérieures. Ils nous ont dit de venir. Donc on a fait le Thanksgiving avec eux, où il y avait des cousins, etc. Et puis il y avait Valentin dans son petit cosy, qui était là. Et qu'est-ce que c'était un beau moment. Enfin, c'est Alors, des moments, qu'est-ce c'est qui toujours change? Qu'est-ce qu'il a changé dans vos vies, dans ta vie, ce Bah, petit tout. Valentin? Tout. C'est marrant, tout et rien en même temps. C'est-à-dire, tout parce que quand tu as un enfant, tu vois tout différemment. Je pense que tu réfléchis tout à l'aune de cet enfant. Ça devient la chose la plus importante de ta vie, et tu apprends à dire non. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai appris à dire non, notamment professionnellement, sur plein de projets, en disant non maintenant. J'ai une priorité. J'avais un mari avant, évidemment, mais c'est pareil. J'ai accepté. Bon, voilà. Mais là, j'ai dit non à plein de choses parce qu'à un moment donné, ma priorité, c'était mon fils. C'est d'aller le chercher à l'école le soir, enfin, à la crèche quand il était petit. Enfin, tu penses qu'à son bien-être. En fait, voilà, c'est ça. Et après, là où je dis rien, c'est que euh, j'avais tellement intégré. J'étais sûr au fond de moi qu'on allait y arriver un jour. Enfin, que j'allais y arriver un jour et que ça allait. Donc, j'ai l'impression que toute ma vie, j'avais préparé ça. Donc, j'avais l'impression que tout était prêt. Et c'est marrant parce que je sais Donc, tout était en place. je sais que beaucoup de parents, et notamment de papas, et Ghislain, ça lui a fait ça davantage. Il ne savait pas trop, tu vois, la peur de faire les bons gestes, etc. Oui. Moi, mais à aucun moment, j'ai eu une question, un malaise ou quoi que ce soit. Ça a été totalement Une naturel. évidence. Ah ouais, mais une évidence complète. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir toujours, d'être fait pour être père. Donc je le tenais dans les bras depuis tout. Bah, vraiment, c'est quelque chose c'est très physique, hein, au final. Il y a un côté et c'est marrant parce que les gens nous demandaient parfois avec maladresse. Mais c'était pas méchant, parce que même des gens de notre entourage nous disaient, parfois nous posaient la question quand on est rentré, dire mais c'est qui le vrai père?
Parce que, bon, par définition, Oui. on ne peut pas avoir tous les deux, on n'a pas fait un mélange de spermatozoïdes, ça n'existe pas ça. Donc, effectivement, et là on explique, c'est une question à laquelle j'ai jamais répondu, volontairement, parce que les gens Mais qui... est-ce que ça a du sens Bah, de c'est ce que savoir? j'essayais d'expliquer. Et j'ai un chapitre là-dessus sur mon livre en disant que c'est une question à laquelle on ne répond pas parce que déjà, si la question c'est un vrai père, ça veut dire qu'on estime qu'il y a Un faux père. un faux père. Exactement. Et notre projet parental, il est prêt depuis le début. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une goutte de sperme qui fait la parentalité. C'est en ça que j'essaye toujours d'expliquer quand on me dit non mais vous l'avez arraché à sa maman. Non. Parce que Whitney, qui l'a porté, ça n'est pas sa maman. C'est sa génitrice, effectivement. Enfin, il a eu 2 génitrices, en l'occurrence. Je sais que c'est une situation un peu particulière et je ne veux imposer ça à personne, mais en aucun cas, ces 2 femmes ne sont ses mamans. Notre fils, il a ses parents depuis le début. Il se trouve que ses parents sont 2 hommes, 2 papas. Mais les parents, c'est ceux qui se lèvent à 3 heures du matin quand il pleure au milieu de la nuit, quand il fait un cauchemar. Qui le consolent, Exactement. qui lui racontent les histoires. Qui les font marrer, qui le prennent et qui le cajolent quand il y a malheureusement des malheurs. Exactement, qui le prennent par la main pour aller à l'école tous les matins. C'est ça un père. Un père, c'est pas une goutte de sperme, ça se saurait. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont pu faire don de sperme. Qui ont donné du sperme. Mais qui n'ont pas été très très papa dans leur vie. Donc c'est une question qui est complètement déplacée en fait. Et donc effectivement, il n'y a pas de faux père chez nous. Il y a effectivement un père qui est géniteur et l'autre qui est un père tout court, mais ça n'a pas de sens. Et c'est en ça que quand dans le livre que j'avais écrit, j'ai tout un chapitre qui est une interview de Whitney pour donner la parole à cette femme qui a fait ce choix, où elle explique justement pourquoi elle a décidé de se lancer dans tout ça. Et qui explique justement, parce que j'entendais des gens qui disent oui, mais votre enfant, ça va être perturbant pour lui de savoir qu'il a été abandonné. Et ce qu'on explique, c'est que dans la démarche dans laquelle on s'est lancé, il n'y a jamais cette notion d'abandon. C'est à l'inverse une notion de don. Il y a eu un don d'ovocytes, il y a une femme qui a fait don de son temps pour le porter. Mais personne n'a abandonné. Au contraire, c'est tout un tas d'amour qui s'est réuni. Et le jour de la naissance de Valentin, il y avait donc Jacob qui était là, qui a accompagné sa femme, qui était là pour accompagner. Enfin, c'est vraiment une espèce de réunion d'amour. Il est né tellement d'amour, cet enfant. C'est pour ça que je dis, on fait famille, mais famille de cœur. C'est-à-dire que soudainement, tout le monde est autour d'un projet. Complètement. Tout le monde est fédéré et ça donne cet amour-là. Alors, exactement. On arrive un petit peu au bout de notre interview. Oui, parce que je suis bavard. Hein. C'est pas grave. J'adore. Plein de trucs à raconter. J'adore et en plus, c'est tellement... on sent l'amour en fait quand on en parle, donc je trouve ça formidable, ça fait du bien en ce moment dans le monde dans lequel on est, mais j'aimerais juste qu'on clôture. Est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ces gens qui aujourd'hui, hétéro, homo, on s'en fiche totalement, mais en tout cas tous les gens qui sont dans des désirs d'enfants, pour qui c'est vraiment très compliqué, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui pour les soutenir ? Toi qui as vécu ça, alors oui, c'est une histoire particulière, certes, mais il y a du désir, il y a de la complexité, et donc j'allais dire pareil pour tout le monde, puis il y a de l'amour à la fin. Ah ouais, bien sûr. L'histoire, elle est la même pour tous. Évidemment. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de dire que je les comprends. Pour tout vous dire, je reçois souvent des messages de famille. J'ai encore reçu une lettre là, il y a quelques jours d'une dame qui est atteinte d'endométriose et qui me demande des contacts pour entrer pour faire connaissance avec des agences de mères porteuses aux États-Unis parce qu'elle se dit qu'elle n'arrivera jamais à porter un enfant. Et il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, qui me posent des questions parce que cette envie de fonder une famille, elle est au fond, je pense, de presque chacun d'entre nous. C'est sans doute lié à notre condition humaine. Nous sommes des animaux aussi. On a peut-être besoin de perpétuer l'espèce. Et puis, il y a ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut toujours y croire. Alors évidemment, c'est parfois compliqué. Certaines personnes me disent « Vous, c'est facile, vous aviez de l'argent ». Ça, je ne vais pas dire le contraire. Notamment avoir accès à la GPA aux États-Unis, nous, ça nous a coûté à peu près 120 000 euros. Tout compris avec, je disais, les frais médicaux qui sont extrêmement élevés. Rien qu'un accouchement aux États-Unis, c'est entre 25 et 30 000 $. Rien que l'accouchement. L'accouchement et les 2 jours d'hospitalisation dans la foulée. Donc, c'était évidemment des sommes qu'on a du mal à envisager, nous, en France, parce qu'on ne sait pas que la médecine coûte autant d'argent, puisqu'elle est prise en charge par la collectivité. Donc, on ne se rend pas compte à ce point, en tout cas. On sait, on râle quand on a 2 euros à payer, parfois quand on a un reste à charge. Quand on a un reste à charge de 2 euros, quand on doit acheter des médicaments. Bon, allez aux États-Unis, ça va vous calmer. Vous allez comprendre votre douleur. Mais
Donc oui, il y a cette question financière. Mais beaucoup de couples qu'on a rencontrés nous disent bah, nous, on a fait un prêt familial. Nous, on a fait croire qu'on faisait des travaux dans notre appartement. On a vendu notre appartement, on est revenu en location pour pouvoir mener à bien ce Réaliser projet. ce projet. Alors, c'est une somme, hein, je ne vais pas dire que c'est pas possible. Mais heureusement, c'est de plus en plus ouvert sur l'adoption pour les couples homosexuels. Mais après, je sais que ce sont des démarches longues, mais ça marche, l'adoption, ça marche malgré tout. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin. Moi, des gens me reprochent parfois, ils me disent pourquoi vous n'avez pas adopté? C'est parce que vous étiez égoïste. Je dis, ah non, je vous assure, hein, c'est que c'était quasi impossible à l'époque. Ah oui. C'est-à-dire que et moi, si c'était attendre 10 ans et dépasser les 50 ans quand j'avais la réponse pour qu'on me dise finalement non, non, je suis désolé, j'ai pris les devants pour faire autrement. Mais je pense que quand on a ce désir d'enfant, il est plus fort que tout et qu'il faut l'écouter, le respecter et ne pas juger. Et notamment quand il y a un désir d'enfant, quand il s'agit de deux femmes, quand c'est une femme seule, quand c'est un homme seul, quand ce sont deux hommes. Je pense que quand il y a de l'amour, on sait que l'enfant, il sera choyé, il aura été désiré et que le parent ou les parents qui vont avoir à charge cet enfant vont s'en occuper avec tout l'amour du monde. Disons que c'est amusant parce qu'on ne reproche pas à des gens de faire un enfant parfois par accident, comme on dit, après une soirée un peu arrosée en boîte de nuit. Ça arrive, ça, tout le temps. Ça arrive. Et on ne le reproche pas. Et on va reprocher à des gens qui ont envie de tout donner pour le bonheur d'un enfant. En pleine conscience, en pleine réflexion. On va dire, mais vous êtes égoïste. Pardon, mais le désir d'enfant d'un couple homosexuel n'est pas plus égoïste que le désir d'enfant d'une manifestante de la Manif pour tous et qui aura envie d'avoir une famille. Tout le monde a le droit à avoir cette possibilité d'avoir une famille dès lors, effectivement, qu'on utilise des moyens qui sont respectueux de la personne humaine. Comme je l'ai dit, il y a des filières qui sont, concernant la GPA, à proscrire, à bannir et à dénoncer même, et je suis le premier à le faire, je l'avais fait dans mon livre et je le fais dès que j'en ai l'occasion, mais en revanche, il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain pour utiliser cette expression qui est bien trouvée là. Il y a plein de choses qui se passent. Ce qu'on appelle la GPA éthique aux États-Unis, c'est quelque chose d'extrême, je suis vraiment bien placé pour le savoir, c'est quelque chose de formidable. Le lien qu'on a avec Whitney aujourd'hui, il est extraordinaire. Alors Valentin sait que ça n'est pas sa maman, mais il l'a vue. Il y a les photos où elle est enceinte à la maison, il était dans son ventre. Il a compris, bien sûr, qu'il va avoir un parcours, peut-être à l'école, qui va lui valoir peut-être quelques critiques ou quelques moqueries. Bon, c'est la vie. D'où l'intérêt de la communication, d'où l'intérêt de lui expliquer, d'où l'intérêt de lui partager cette histoire, qui est avant tout son histoire aussi. Et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre aussi. C'est pour pas qu'on lui vole son histoire, parce qu'au moment où ça s'est su que j'étais devenu papa, il y a eu un article, il y a eu quelques articles, et j'avais fait une interview dans Gala à l'époque pour dire à quel point j'étais heureux. Et là, il s'est mis à avoir plein de messages en écrivant que j'avais utilisé une femme comme une esclave, qui était dans la misère aux États-Unis, que je lui avais arraché de ses entrailles. Donc tu as dénoncé ça. Et il y avait tellement de trucs dégueulasses. Je vais rétablir la réalité. J'avais pas envie qu'on lui vole son histoire à lui, parce qu'elle est tellement belle, son histoire, l'histoire de notre fils Valentin, et l'histoire de Whitney. J'avais pas envie qu'on traite cette femme comme si elle était une esclave ou une femme obsédée par l'argent C'est tellement pas ça, c'est tellement pas ce qu'elle a vécu, et c'est tellement pas ce qu'on a vécu que je trouvais que c'était très irrespectueux. Donc c'est parti de là en fait, cette envie d'écrire ce livre, et c'est pour ça que quand tu m'as proposé de répondre à ce podcast, j'ai répondu tout de suite oui, parce que je pense que c'est très important de faire passer ces messages-là. Et alors je ne dis pas que toutes les histoires sont aussi idéales que ce qu'on a vécu, évidemment, mais sauf que notre histoire elle existe, j'en connais plein d'autres pour qui ça s'est passé aussi très bien, et en tout cas notre désir d'enfant il est éminemment respectable, et notre famille, elle est aussi respectable que toutes les autres familles, et de fait, ça se passe très bien. Il a plein de copains à l'école, de familles plus classiques, on va dire. Il est le seul enfant avec 2 papas, et lui, il dit qu'il en est très fier. Il dit que c'est super parce que... il me disait l'autre jour, il dit non, mais moi j'ai 2 papas, et c'est bien parce que s'il y a des voleurs, les papas, ils savent mieux se battre que les mamans. Je lui dis, écoute, ne sois pas sexiste déjà à 6 ans, ça va pas du tout. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a un copain à lui qui dit, ah oui, non, mais Valentin, il a une grande maison parce qu'il a 2 papas, et les papas, ils ont plus de sous. Il y a quand même déjà des poncifs qui sont bien installés chez les enfants. C'est terrible. C'est terrible, donc il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer, voilà. Merci. Mais ça me fait rire, mais bon, en tout cas, lui, ça se passe très bien. Il a 2 papas et lui, il trouve ça super. Et il a l'air très heureux. Ah, il est très épanoui. Merci infiniment, Christophe, pour ce merveilleux moment, parce que... Avec plaisir. Voilà, on arrive au bout de l'épisode.
Il y a plein d'amour. Moi, c'est ça que je retiens surtout. Beaucoup, oui. Il y a de l'émotion, mais il y a plein d'amour. C'est extraordinaire. Donc vraiment, j'espère que cet épisode va vous inspirer, que vous avez entendu ces jolies choses et cet espoir aussi que tu partages et qui est essentiel. Donc vraiment, je vous donne rendez-vous très vite dans un autre épisode et j'espère avec d'autres hommes dans ce podcast. En tout cas, vous l'avez compris, vous n'êtes pas seul et on est beaucoup à être très, très, très occupés par cette question et à œuvrer pour cette question. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul. Je vous dis à très bientôt, en tout cas, dans Désir sur Canapé. Et vive la famille!